messieurs, bonjour, bienvenue à l'Actu Plus. Et oui, je suis encore là, mais là, Christian est de retour avec nous. Ben oui, oui, en même temps que... Hey, on compile peut-être plus que 20 à 25 ans de télévision ensemble, c'est la première fois qu'on est sur le même plateau. Effectivement, ça fait un bout de temps que j'avais le goût d'embarquer sur un plateau avec toi. Lydia, tu es avec nous aussi aujourd'hui. Oui, comme à chaque semaine. On va faire le tour ensemble de ce qui s'est passé cette semaine, de vos entrevues aussi. Vous avez rencontré pas mal de monde cette semaine. C'est passé des trucs le fun, des trucs moins le fun dans la semaine. On va revenir entre autres sur le décès d'Immaculata Morissette Chérubin, l'épouse de feu Ulrich Chérubin, mère qui aura marqué Amos, mais c'est une dame aussi qui aura marqué Amos par son implication. Évidemment, elle s'impliquait avec Ulrich, mais elle s'impliquait aussi même après. On l'a vu entre autres à l'inauguration de la passerelle, quand il y a le prix Ulrich Chérubin qui a été créé aussi. On a pu entendre cette dame-là. Donc, les funérailles vont avoir lieu la fin de semaine prochaine, donc pas cette fin de semaine, la fin de semaine prochaine, le 26 mars à 14h du côté du Centre chrétien d'Amos. Et sinon, elle sera exposée à la résidence funéraire sur la principale nord à partir du 24 mars. Si vous voulez les dates et les heures, c'est disponible sur notre site web de Médiaté. Puis c'est une femme très sympathique. Moi, je veux dire, il n'y a même pas d'Amos. Je l'ai croisée une couple de fois, puis bonjour, puis... Ouais, très sympathique. J'ai eu la chance de la rencontrer à quelques reprises dans ma carrière, dans ma jeune carrière de journaliste, puis toujours aussi sympathique, prenait des nouvelles. C'était une très grande dame qu'on perd donc, dans la communauté amossoise. Mais sur un autre sujet, on a eu la visite d'une autre personne quand même importante pour la communauté. Donc, M. Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor, avec qui j'ai fait une entrevue. On va pouvoir regarder quelques extraits. Est-ce que vous allez parler de la fermeture de l'usine Résolu? Absolument. Absolument. On en a parlé beaucoup ce matin. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on a toujours le silence radio de l'entreprise. Est-ce qu'on peut transformer cette usine-là? Bien, la réponse est oui. Comme celle de Bécomo qui a fermé quelques semaines avant, le 27 mars, puis ici, c'est le 10 avril. On pourrait produire de la pâte thermomécanique. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que quand on fait le papier journal, on a des raffineurs qui vont broyer les copeaux de bois. Là. Et c'est avec ça qu'on envoie sur la machine à papier qui fait le papier. Pour faire de la pâte thermomécanique, c'est le même procédé, mais il va falloir blanchir la fibre de bois. Parce que du papier tissu, papier Kleenex ou papier de toilette, c'est pas bon ou moins blanc que... C'est beaucoup plus blanc plutôt que du papier journal. Quand vous regardez le Journal de Montréal, c'est brun. Mais là, ça prend un kit qu'on appelle pour blanchir la pâte. Et ça prend aussi, à la sortie de la machine, au lieu de faire ça en rouleau, on fait ça normalement en ballot, comme à Quévillon. Donc ça, c'est possible là, de le faire. On peut le faire à Bécomo, on peut le faire à Amos, ou on le fait dans une autre usine, puis on recommence à faire du papier journal ici. Là. Toutes les options peuvent être possibles. Mais ça prend une volonté de l'entreprise. Et au moment où on se parle, le premier ministre a annoncé 1 milliard d'investissements pour venir en aide dans notre industrie, pour transformer vers des nouveaux créneaux. Bien, je pense qu'il y a le temps de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres pays dans le monde, la Suède, pour ne pas le nommer, qui est numéro 1, qui a déjà procédé à des investissements majeurs pour tous les cartons d'emballage liquide, les cartons alimentaires. Tout le monde a acheté en ligne durant le confinement. Que ce soit les Amazon ou même faire livrer, pas rien que la pizza, n'importe quoi des restaurants, on a besoin de carton. Et tout le carton est recyclable. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette filière-là? La forêt, c'est une ressource renouvelable. Quand on fait un 2x4, on fait des résidus. On fait des copeaux, on fait des écorces, on fait de la sciure, on fait de la planure. Donc, on a des usines, comme à Val-d'Or, ils nous avaient annoncé il y a 4 ans des investissements d'au-delà de 100 millions. Bien, on espère que ça va se réaliser, puis qu'on va pouvoir assurer l'avenir de ces emplois-là en région. Mais si on ne consomme pas les copeaux de bois, si Quévillon n'est pas parti, redémarrer après 12 ans, puis c'est pour ça que quand je fais le parallèle avec Amos, si on a réussi à partir d'une usine après 12 ans, parce que d'en construire une neuve, là, c'est 1,5 milliard. Là, ça a coûté au-delà de 350 millions, mais c'est rien, c'est une fraction du prix. Puis là, ça consomme tous les copeaux des scieries. De l'Abitibi-Témiscamingue, si on veut, là. Tu sais, que ce soit Blanchette, que ce soit Interfort, que ce soit le groupe à la Sarre. On peut continuer Chantier Chibougamau, à l'Andrienne. Bon,
Fait que tous ces copeaux de bois-là, à chaque fois qu'on enlève, comme l'usine d'Amos consommait 200 000 tonnes de copeaux de bois. On fait quoi avec ces 200 000-là? Si on n'est pas capable de les consommer, ça veut dire qu'une scierie va arrêter. Parce que l'environnement va dire tu ne peux pas produire. C'est à Côte-Nord, c'était comme ça. Là. Quand Bécomo a arrêté, bien, on a fermé Port-Cartier, quasiment 180 personnes. Puis on a fermé les opérations forestières, 150 personnes. Donc, dans la communauté à Port-Cartier, c'est majeur de perdre ces emplois-là. Donc, c'est un peu avec ça qu'on travaille. Puis si l'entreprise ne veut pas, n'est pas intéressée, bien, on veut qu'elle le vende pour qu'on ait un promoteur qui va réaliser le projet. Voilà, pour ce qui concerne l'usine d'Amos qu'on a parlé ce matin. OK. Si je comprends bien, dans le fond, à Amos, l'avenue que vous envisageriez serait vraiment papier de toilette puis essuie-tout? Bien, on fait pas on fait pas ce papier-là fini. On fait juste le ballot qui est transporté par train. Mais encore là, si, un exemple, une autre usine qui fait du papier journal aujourd'hui plus au sud, on fait la modification. Quand on est proche des marchés, on comprend que quand on sort un ballot, comme à Quévillon, il s'en va pour faire du papier tissu. Il va être livré chez Kruger, par exemple, qui fait du papier tissu, chez Cascade. Pourquoi? Parce qu'on prend du papier recyclé, puis à force de recycler, les fibres viennent tellement courtes qu'il n'y a plus de force dans le papier. Donc, le papier de toilette, on n'aime pas que ça déchire normalement. Il faut qu'il y ait une certaine résistance. Donc, on va utiliser de la pâte Kraft, qui a des fibres beaucoup plus longues, pour renforcer le papier pour que ça soit de qualité. On peut faire ça avec du thermomécanique. Au lieu de la cuisson comme à Quévillon, on pourrait le faire. Mais si c'est plus avantageux de le faire dans une usine du Sud, de la modifier, puis de repartir sur le papier journal à Amos, bien, fine, on peut faire ça aussi, là. C'est pas impossible. Là. Mais on ne fera pas de boîte de Kleenex ici à Amos. Ça, on transporterait de l'air pour mettre ça dans les camions, pour amener... Où c'est rentable, c'est quand il y a beaucoup de population au même endroit. Donc là, ça vaut la peine d'installer une usine qui va juste prendre le ballot, le mettre dans l'eau, puis de l'envoyer sur une machine pour faire le papier fini. On ne transporte pas par camion des rouleaux de papier de toilette. Là, ça ne serait pas rentable de partir d'Amos. On transporterait de l'air, comme on dit. Il faut mettre de lourd. Donc, on transporte les ballots qui pèsent pas loin de 1000 livres. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est important d'avoir vraiment différents partenaires pour les différentes étapes de transformation. Bien, c'est surtout de protéger les installations pour pas que ça se détériore parce que ça coûte très cher les refaire. Donc, gardons ce qu'on a. Puis, si on investit ici, bien, c'est possible. Moi, je pense qu'on peut relancer cette usine-là, mais peut-être dans le papier journal si on fait d'autres choses ailleurs. Sinon, vers d'autres créneaux. La demande, elle est là, en carton, là. Il y a beaucoup de demandes. Donc, le carton, ce serait possible à Amos aussi? Bien, on l'a fait à Trois-Rivières. Du carton, c'est du papier recyclé qu'on met en carton. Puis ça sert à Amazon pour emballer vos fameuses boîtes. Là, on peut tout faire, que ce soit de mettre n'importe quoi. Un coup, c'est rendu dépendamment de l'épaisseur, bien, on s'en sert pour ce qu'on a besoin de faire avec. On a l'impression d'avoir vu ça il n'y a pas si longtemps, mais les paramédics sont de retour en grève. Effectivement. Donc, depuis le 16 mars, en fait, ils sont en grève et les raisons abordées sont toujours les mêmes. C'est à cause des horaires de faction, c'est parce que les paramédics seraient sous-payés par rapport aux autres corps de métier de l'urgence. J'ai donc fait une entrevue avec M. Félix Antoine Lafleur, qui a lui-même une formation comme ambulancier, d'ailleurs. Il a tenu à me le préciser. Et donc, on va regarder l'extrait de cette entrevue. Nous, on a mis des propositions sur la table qui sont très raisonnables et très bien argumentées sur le fait que les paramédics, ils sont en retard salarial grave par rapport à leurs homologues du milieu de l'urgence. On peut prendre en exemple là, des infirmières, le salaire d'une infirmière de l'urgence. Au sommet de l'échelle salariale, le taux horaire va tourner autour de 48 $ pour une infirmière de l'urgence, incluant ce qu'on appelle une prime de soins critiques. Les paramédics, au sommet de l'échelle salariale en ce moment, vont gagner environ 35 et 30 $. Donc, on parle ici d'un écart de 13 $. Il faut comprendre que dans le milieu de l'urgence, souvent, on se bat un peu pour la même main-d'œuvre.
C'est-à-dire que les gens qui ont le profil pour cet emploi-là, qui recherchent ce type d'emploi, qui demandent quand même un profil assez particulier, de vouloir s'exposer à ça et vouloir faire vraiment un don de soi, ils sont quand même rares en partant. Quand on vient offrir des conditions aussi désavantageuses, mais c'est clair qu'on aggrave la question de la main-d'œuvre dans notre domaine. C'est vraiment les principaux enjeux. Hier, tu me parlais au téléphone aussi des conditions de travail par rapport aux horaires de faction. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Je fais toujours un retour d'abord sur qu'est-ce que l'horaire de faction. L'horaire de faction, ça demande au paramédic d'être disponible à son domicile pendant 7 jours d'affilée, 24 heures sur 24, qui est suivi après ça d'une semaine de congé où le paramédic est en congé durant toute la semaine. Les multiples enjeux que ça pose, premièrement, le paramédic, durant sa semaine, donc 168 heures consécutives, il doit demeurer disponible. Ne serait-ce que le stress que ça crée sur le corps et l'esprit, c'est déjà un irritant. Il faut comprendre aussi que le paramédic doit rester à 5 minutes de la caserne. Donc, dans la majorité des cas, dans les zones urbaines comme Amos, Malartic ou Ville-Marie, où on essaie d'avoir des paramédics qui vont être à domicile prêts à répondre, l'enjeu est ne serait-ce que de trouver une maison dans ce rayon-là, c'est déjà toute une gymnastique et souvent, ça va forcer les paramédics à avoir des maisons qui coûtent plus cher que ce qu'ils auraient voulu payer en temps normal. Ça restreint aussi la liberté, justement, d'acheter ailleurs. Il faut comprendre que les paramédics sont comme les autres humains. Ils ont des familles, on a des familles, on a des amis. Il y a aussi toute la question des sorties. Un paramédic ne peut pas se permettre toutes les libertés d'une sortie au restaurant entre amis, boire une bonne coupe de vin, en mangeant un bon repas. Le paramédic va toujours être alerte, toujours prêt à répondre. Donc, oui, il peut aller au restaurant, mais c'est sûr qu'il ne partagera pas la coupe de vin avec ses amis. C'est sûr que s'il va au cinéma, il va toujours avoir une oreillette prête à répondre. S'il va au gym, il y a toujours le souci de se dire, c'est possible que j'aille à répondre à un appel. Il ne peut pas aller à la piscine, il ne peut pas aller jouer au hockey, il peut pas. Il y a beaucoup de choses que le paramédic ne pourra pas faire. Il ne pourra pas aller faire un tour en skidoo, il ne pourra pas faire une longue escapade à vélo, par exemple. Donc, tous ces enjeux-là font que les horaires de faction, ne serait-ce que pour les conditions de travail des paramédics, sont très défavorables, surtout quand on se compare avec des horaires à l'heure. Et on a des exemples flagrants où on a des paramédics de chez nous qui ont décidé de changer de compagnie pour aller vers la compagnie de Val-d'Or, où il y a seulement des horaires à l'heure, quitte à même parfois avoir une réduction du nombre d'heures et moins de prévisibilité sur le nombre d'heures qui leur était possible de travailler. Donc, les paramédics, ça donne un exemple flagrant, ils sont prêts à assumer le risque d'avoir une perte de revenus pour améliorer leurs conditions de travail. Ça en dit beaucoup sur la question des horaires de faction. Puis l'autre aspect sur les horaires de faction, c'est bien sûr tout ce qui est service aux patients, tous les soins qu'on donne. Parce que les paramédics vont souvent arriver, on dit qu'on arrive en retard. C'est-à-dire qu'il y a un délai. Les horaires de faction, comme le paramédic part de chez lui pour aller chercher l'ambulance, puis après ça se rendre sur le lieu d'intervention, il y a tout un délai qui est souvent engendré, qui peut aller jusqu'à 15 minutes l'hiver lorsque le paramédic doit déneiger son auto, déneiger son entrée avant de sortir, et puis de se rendre à la caserne. Donc, ça, c'est vraiment aussi un gros irritant parce qu'on se pose toujours la question comme paramédic qui veut donner le meilleur service possible. Est-ce que j'aurais pu en faire plus? Individuellement, les paramédics sont très, très critiques de leur travail. C'est entre autres une des choses qui fait qu'on a été capable au fur et à mesure des années d'aller chercher de plus en plus de responsabilités parce qu'on démontre que lorsqu'on nous donne des responsabilités, on réussit à améliorer le sort des gens. Le problème, c'est qu'on continue à nous donner des responsabilités, donner des médicaments qu'on peut donner, augmenter le nombre d'interventions qu'on peut faire, mais à la base, on ne règle pas le problème des délais. Puis dans des cas comme, exemple, un accident vasculaire cérébral où chaque minute compte, je ne parle même pas de l'arrêt cardio-respiratoire où là, c'est évident, parce que quand on parle d'un arrêt cardio-respiratoire, on dit tout le temps que après les 3 premières minutes, on perd 10% des chances de survie à chaque minute qui s'écoule. Donc, faites le calcul. Si ça me prend 15 minutes de me rendre chez vous, j'ai pratiquement 0 chance de réanimer la personne qui vous est chère. Donc, c'est vraiment quelque chose
flagrant, puis c'est un travail, c'est des réclamations qu'on fait depuis longtemps auprès des élus politiques. Puis on voit que ça fonctionne d'une certaine façon parce qu'on sait que la population est derrière nous. On voit que même les élus municipaux commencent à s'attarder à ce dossier-là, alors qu'il y a quelques années à peine, on n'en entendait pas parler. Là, on voit les mairies comme Amos, comme Malartic qui agissent, qui posent la question comme Centre, qui posent la question de la desserte ambulancière, ce qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années. Donc, on se dit que le message percole. Malheureusement, pour l'instant, chez nos élus provinciaux, particulièrement chez notre députation CAQUIS qui est au gouvernement, bien, on ne sent pas que le message se rend assez clairement pour qu'il y ait du changement, ou du moins, on ne sent pas qu'ils sont capables de faire la différence dans ce dossier-là. On va parler d'urgence. Cette semaine, il y a un sujet qui... et là, je ne te parle pas de l'urgence de sanitaire. Okay. Je parle d'un nouveau système d'alerte d'urgence parce que ça arrive des catastrophes naturelles, puis ça arrive toutes sortes de choses dans des villes. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Mégantic il y a quelques années, entre autres. Et là, chacune des villes de la région commence à se doter de ça, un système d'alerte d'urgence. Du côté d'Amos, ça existait déjà à l'époque, mais c'était un téléphone. C'était une machine qu'on partait, puis que là, ça commençait à appeler tous les numéros dans la liste. Maintenant, ça peut appeler, envoyer des SMS, envoyer des messages vocaux aussi aux citoyens. C'est un système qui s'appelle Comme Alerte. Okay. Donc, s'il y a l'exemple qui a été donné sur le Facebook qui était très drôle, c'était l'exemple d'une tornade. Bien, on est capable d'avertir les citoyens par ce système-là. C'est un système qui fonctionne sur une base volontaire, donc les gens vont s'inscrire sur le site web amos.québec/système-d'alerte, donc tout d'un bout, oui, d'alerte. Et les gens qui nous écoutent à la maison, qui n'ont peut-être pas Internet ou c'est ça, là, qui sont moins à l'aise. Ceux de ma génération qui sont moins technologiques. La plupart des gens ont un appareil téléphonique, que ce soit une ligne fixe à la maison ou une ligne cellulaire. Et si les gens veulent avoir de l'aide pour aller s'inscrire sur ce système-là, ils peuvent se présenter du côté de la bibliothèque municipale à Amos. Les préposés à la bibliothèque vont pouvoir les aider à s'inscrire à ce système-là. Donc, c'est vraiment ce que nous disait la Ville quand ils ont annoncé l'implantation de ce système-là. On ne veut pas être trop agressif dans les alertes et en envoyer à toutes les semaines. On veut vraiment s'en servir quand il y a des situations majeures. Et ce qu'on fait quand on s'inscrit à ce système-là, on donne notre adresse. On peut donner notre adresse de maison, notre adresse de bureau. Et là, ça peut géolocaliser aussi. Donc, si on a une adresse, par exemple, moi, je reste sur la 1er avenue. S'il se passe quelque chose à 2 coins de rue, genre déraillement de train, ben, on va être capable de dire, OK, le quartier est là, on va cibler ce quartier-là et dans le système, on va envoyer l'alerte seulement au quartier si c'est nécessaire. Et ça va pouvoir servir, entre autres, là, quand on a besoin de faire bouillir l'eau, des trucs qui étaient envoyés autrefois dans l'application de la Ville d'Amos et qui pouvaient avoir beaucoup d'alertes, parce que l'application de la Ville d'Amos, autant avait des notifications sur la culture que les notifications de faire bouillir l'eau. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les urgences avec ce système-là qui s'appelle Comme Alerte. Donc, c'est possible de s'inscrire. Ça prend un petit peu de temps s'inscrire, prévoyez-vous un petit 5-10 minutes, là. Mais prenez le temps de le faire si vous êtes du côté d'Amos, c'est vraiment pour la ville d'Amos. Si vous êtes dans d'autres villes en région, en ce moment, ils nous écoutent, ben, il y a chacune des villes a son système. C'est pas encore implanté partout, là, je ne sais pas, entre autres, Santerre, si vous en avez un, mais ça s'en vient là, dans la plupart des municipalités. C'est une nouvelle norme là, qui s'installe dans les différentes municipalités. Quand on parle de technologie, François est content. Quand on parle... En parlant de sécurité, la MRC de Val-d'Or a pris des engagements, Christian? Oui, ben j'ai pas... Tu t'en souviens pas? Oui, ils en ont pris en matière de stupéfiants auprès des jeunes, de sensibilisation de la consommation de drogue auprès des jeunes. Ils veulent aussi participer davantage aux événements sportifs, culturels, communautaires. Ça, c'est moins lié à la sécurité un petit peu. Aussi, ils veulent être plus présents dans le domaine récréo-touristique, mais ils veulent aussi une cohabitation harmonieuse entre les citoyens. Et je crois qu'ils parlent particulièrement des Autochtones et des personnes en situation d'itinérance. Ils veulent aussi sensibiliser et prévenir la fraude. J'imagine que c'est au sein... ça, c'est les 5 items majeurs. C'est ça, là. Mais il y en avait d'autres, j'imagine. Oui, éventuellement. Est-ce que tu sais qui est présidente de ce comité-là? C'est Nathalie-Anne Pelchat. Oui. Oui. Et on voit le lien, là. Urgence et tout ça. Il testait mon intelligence. Je te teste, OK, il testait mes connaissances, là.
On a parlé de drogue dans le sujet précédent, mais il y a de la Ouais. prévention des dépendances chez les adolescents. Effectivement, 40 000 ont été investis dans les maisons des jeunes, dans les locaux de jeunes, dans certains organismes, pour faire de la prévention en matière de consommation, surtout au niveau du cannabis et du vapotage. Ok. J'ai fait une entrevue avec l'interlocal des jeunes de Rouyn-Noranda à ce sujet-là. On en regarde un extrait. En fait, il y avait principalement 3 volets qui étaient de développer en fait des outils pour les jeunes, les parents, puis aussi pour les équipes de travail, donc pour nos animateurs, nos intervenants, autant en maison de jeunes. Bien évidemment, les outils qu'on a développés vont pouvoir être, ils ne sont pas juste faits à l'image, mettons, des maisons de jeunes, vont pouvoir être aussi soit donnés ou prêtés là, dans les écoles, même aussi, vu qu'on a un volet pour les parents d'affichage, donc vont peut-être pouvoir être portés un peu partout, dans le fond, à la grandeur de la région. Ça peut être, comme là, moi, j'ai eu des demandes pour le cégep, l'université, on va probablement aller en porter aussi dans certaines entreprises aussi, dépendamment là, des besoins ou des demandes que nous allons avoir. À quoi ressemblent ces outils-là? Dans le fond, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est des documents? Est-ce que c'est des... Il y a toutes sortes de choses, bien évidemment. Là, dans le fond, je peux vous le décortiquer, vous expliquer tous les outils qui ont été créés. Principalement pour les jeunes, on a créé un jeu de société au complet de toutes pièces là, qui fait image, en fait, d'un parcours d'un jeune qui vit son secondaire 1 à 5 et qui peut faire des choix dans son secondaire, en se faisant des bons choix ou des mauvais choix. Choisis-toi, c'est aussi un concept, en fait, là. Puis, selon les choix qu'il va faire, il va gagner ou perdre des points dans le jeu. Donc, dépendamment des mises en situation, il y a plusieurs mises en situation qui leur sont présentées. Puis, selon les choix qu'ils font, bon, ben, ils gagnent ou ils perdent des points. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça pour le volet du jeu. On a aussi des trousses qui ont été faites pour les jeunes. C'est comme un petit kit là, de dépannage, si vous voulez, là, pour aller à un party. Donc, dans ce kit-là, c'est un petit sac à bandoulière, un sac à dos, là, si vous voulez, à cordon. Il y a brosse à dents, dentifrice, il y a des condoms, il y a des pliants d'informations de toutes sortes. Il y a aussi des condoms à verre là, que tu peux mettre ta paille pour ne pas te faire mettre de la drogue dedans. Là, j'en oublie, un chargeur à cellulaire, une batterie d'appoint, si vous voulez. Là, pour un cellulaire, si ton cellulaire il meurt, ben, tu peux le brancher à cette batterie d'appoint-là pour le recharger. Puis d'autres petits outils. On a aussi une trousse qui a été faite pour les intervenants. Donc, un peu dans le même concept, là, il y a beaucoup du matériel, en fait, des dépliants, il y a des livres d'informations de toutes sortes. Il y a aussi une clé USB avec plein de documents qu'on a fait pour chacun des animateurs ou des locales ou maisons de jeunes. Là, on n'a peut-être pas fait pour exactement chaque personne, mais au moins chaque local de jeunes ou maison de jeunes ont minimalement une trousse. Fait qu'il y a ça qui a été fait aussi pour les équipes de travail. On a reçu des formations. Fait qu'on a reçu 2 formations là, en lien avec la prévention des dépendances et aussi l'ère du vapotage, là, ça en fait partie dans la prévention. Puis on a aussi développé des affiches de sensibilisation pour les adolescents, mais aussi pour les parents. Donc, il y a 3 modèles d'affiches qui étaient faites pour les ados, puis 3 modèles d'affiches qui étaient faites pour les parents, qui vont être, c'est comme je disais tantôt, distribués un peu partout selon les besoins pour le volet parents. Pour le volet adolescent, là, ça va être principalement dans les maisons de jeunes, locales de jeunes, puis dans les écoles. On a été à un lancement hier, Lydia. On Oui. est allé faire un tour du côté de la station 55+, qui était bondée de monde hier quand on est arrivé. Effectivement, on a vu que c'était un sujet qui intéressait beaucoup les gens. C'était le lancement du nouveau livre pas de la rallonge, là. Moi je le connais comme la rallonge parce Les que éditions du raccourci, C'est ça. qui ont les productions du raccourci, C'est la ça. rallonge qu'on connaît pour Ok. Amos vous raconte son Ouais. histoire, ou Val d'Or vous raconte Exactement. son histoire. Exactement. Et c'est un peu la suite d'Amos vous raconte son histoire, dans le sens où, puis on a déjà fait une entrevue avec Véronique Larouche-Filion, qui est venue sur notre plateau nous présenter le premier album qui portait sur le capitaine Hiergeau. Hiergeau, ouais, c'est Et ça. là, maintenant, on parle de Madame Croteau, qui est un autre personnage qui a marqué l'histoire d'Amos. Et ça se veut un peu un leg, ces petits albums illustrés, puis c'est une vingtaine de pages qui se lit super bien, qui est illustré. Et ça se veut un peu un leg. Parce qu'Amos vous raconte son histoire, il ne reste pas 50 000 années à ce spectacle-là. À un moment donné, il y aura la dernière année de ce spectacle-là. Et ça se veut un peu un leg de faire ces petits albums-là.
Et je parlais avec Véronique et Bruno qui disaient avoir en tête éventuellement d'avoir une dizaine ou même plus d'albums comme ça qui vont faire une super belle collection, qui sont très colorés et qui rappellent des petits faits historiques tout en étant tout à fait ludiques. Donc, c'est à travers la plume du jeune Amos Desescars, qui est le personnage qui fait la tournée. Donc, vous pouvez découvrir ça. C'est disponible en librairie un peu partout en Abitibi-Témiscamingue et aussi sur le site web des éditions du Raccourci. Et d'ailleurs, ils annonçaient durant la conférence d'hier que Amos vous raconte va avoir lieu cet été à nouveau. Il y a un petit scoop. C'est un secret de Polichinelle. Il y a beaucoup de monde qui le savait en ville. Là. Mais on peut lire le deuxième, puis le premier, c'est pas comme une suite. Non, exactement. C'est ça, non, c'est pas une suite, mais il y a quand même des petits clins d'œil d'un tome à l'autre. Okay. Donc, ça vaut la peine de les lire dans l'ordre. Ça se lit bien. C'est très, très imagé. Et il y a l'espèce de texte, mais il y a aussi comme des notes écrites pour rappeler des petits trucs à travers. C'est très, très beau à voir et ça va très bien avec les enfants pour lire ce petit volume-là d'une vingtaine de pages. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que le personnage qui raconte l'histoire, c'est Amos Desescars, le personnage principal de la pièce de théâtre. Et c'est lui, c'est fait de manière à ce qu'on pense que c'est lui qui a écrit les petites notes puis qui a écrit toute l'histoire tapée à la machine. Donc c'est intéressant pour les jeunes aussi, ceux qui s'intéressent à l'écriture. Ça peut les motiver un petit peu. Et d'ailleurs, s'il y a des gens de Val-d'Or qui nous écoutent, il y aura une activité de lancement le 20 mars, donc dépendamment quand vous écoutez l'émission, au Carrefour du Nord-Ouest, dans le cadre de la Journée mondiale du conte. Donc, il y a évidemment Véronique Larouche-Fillon qui sera sur place, Bruno Turcotte aussi, pour incarner des personnages. Il va y avoir des représentations, entre autres, à midi. Et à 14h30, donc ça se passe le 20 mars au Carrefour du Nord-Ouest. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça et que vous êtes de peu importe où en région, ça se fait bien. Là. Et il va y avoir évidemment l'option d'acheter le petit album illustré. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces albums illustrés-là, ce sont des albums à couverture rigide. Et Véronique nous racontait dans la conférence de presse hier avoir voulu choisir cette petite couverture rigide pour rappeler un peu l'époque où les livres mous, tu sais, on en voit beaucoup dans les librairies, là, des albums pour enfants, d'habitude une couverture molle. Là, et ils ont voulu rappeler cette époque-là à travers la couverture rigide qui ont différentes couleurs. Donc chaque album va avoir sa couleur. Monsieur le Capitaine, évidemment, le bleu. Le bleu marine, je crois. Oui, bleu marine. Et là, on est allé pour une espèce, on l'a décrit hier comme un rose vieux. Oui, une espèce de rose Paparman. Oui, c'est ça. Il a été décrit comme un rose vieux hier. Fait que, on a d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur celui qui a été lancé hier, on a un extrait de Véronique Larouche-Fillon. Je suis très fébrile, très contente que vous soyez là avec moi. L'idée de la collection, en fait, c'était quand même une idée que ça faisait longtemps que j'avais en tête. Parce que la beauté du théâtre, c'est que c'est un art éphémère. Il faut être là quand ça se passe et à un moment donné, ça se passe plus. Alors, il ne reste plus rien que des souvenirs dans notre cœur et dans nos mémoires. Donc, c'était quand même quelque chose qui me trottait dans la tête. Je me disais, le jour où je serai plus capable de mettre mes bretelles, puis mes bottines, puis ma casquette, le jour où on devra arrêter le projet théâtral d'Amos vous raconte, qu'est-ce qui va rester aux futures générations? Et pour ceux qui me connaissent, j'ai un grand amour envers les jeunes. Alors, je me disais, j'aimerais ça qu'il reste quelque chose. J'aimerais ça que quand moi, je serai plus là pour faire le spectacle, les jeunes vont pouvoir apprendre l'histoire d'Amos malgré qu'ils n'ont pas pu vivre le circuit. Et avec la pandémie, les choses se sont un peu précipitées. Les conditions, finalement, étaient gagnantes pour arrêter le spectacle et dire, parfait, c'est l'occasion idéale de se mettre à l'écriture. Donc, j'ai décidé de choisir une dizaine de personnages. Et pour ceux qui ont vu le spectacle, il y en a beaucoup, beaucoup de personnages dans Amos vous raconte. Mais j'ai fait un choix, j'en ai sélectionné quelques-uns pour avoir des livres qui vont parler de ces différentes figures-là marquantes de l'histoire d'Amos, marquantes pour différentes raisons. Le premier livre était celui du capitaine Hiergeau. Le deuxième livre est celui de Madame Croteau. C'était très important pour moi. Je suis une femme à la base et ça détermine pas mal toutes mes décisions dans la vie. Et quand on se met à étudier l'histoire, on se rend compte que les femmes ont beaucoup passé dans l'oubli. Donc moi,
personnellement, c'est important pour moi, dans Amos vous raconte, de mettre la lumière sur ces femmes-là qui ne sont pas dans les livres d'histoire ou qui sont souvent résumées très, très, très succinctes, ou alors on ne sait même pas leur prénom. On sait qu'elle s'appelle Madame, nom de son mari. Donc, c'est important pour moi, déjà, dans le départ de la collection, que le deuxième livre soit déjà un personnage féminin, soit une héroïne, parce que le but, justement, c'est de mettre en lumière le parcours des femmes dans le temps de la colonisation. Et Madame Croteau, c'était pas n'importe qui, c'était pas une femme, je dirais, qui était dans l'oubli, parce qu'elle a quand même eu un parcours exceptionnel, puis elle a reçu aussi un prix. Donc, c'est quand même une femme qui s'est retrouvée dans la vie publique. Son histoire a été transmise dans le circuit ou dans le reste de la collection. Il va y avoir des femmes qu'on a peut-être, qui n'ont pas laissé de traces. Dans le cas de Madame Croteau, vous allez le découvrir avec l'histoire, elle a eu sa place dans les livres d'école de la province du Québec. Donc, ce n'est pas rien. C'est une femme très inspirante. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais donc, dans les petits livres de la collection, c'était très important pour moi de mettre des personnages féminins en valeur et ayant accompli plusieurs exploits, même si c'était pas des gros exploits, juste élever une famille et vivre dans les conditions de la colonisation était, quant à moi, déjà un exploit. Les hommes de l'époque, et ainsi que les femmes particulièrement, moi, j'éprouve un énorme respect envers ces gens-là. C'est vraiment eux qui ont tracé nos rues et notre destin aussi. Alors, celui-là, c'est notre petit livre Vieux Rose. Donc, on voulait aller choisir une petite couleur féminine. Donc, chaque livre de la collection aura sa couleur personnelle qui est attachée au personnage. Alors, c'est ça. Les petits livres de la collection. Je trouvais aussi que de m'adresser aux enfants sur une époque de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents permettait de créer un moment entre les générations. On est ici à la station 55+, pas par un grand hasard, dans le sens que c'est les grands-parents, c'est vous qui allez transmettre ces histoires-là à vos petits-enfants, de faire la lecture, de dire, moi, je me rappelle de ça, oui, on n'avait pas l'électricité, mon grand-père a défriché. Donc, ça permet de créer avec votre famille des moments d'échange, des moments où vous allez pouvoir raconter votre vie, ce que vous avez traversé, ou vos parents, et d'expliquer aux enfants, c'était vrai, là, c'était comme ça. Puis je trouve que c'est une occasion avec la lecture de se rapprocher puis d'avoir un sujet de conversation sur cette belle époque, ce passé-là qui est pas si loin que ça, mais que les enfants d'aujourd'hui ont énormément de difficultés à s'imaginer. Juste de vivre sans téléphone est inimaginable pour eux. Alors, ces livres-là, je trouve que c'est une belle occasion de faire des rencontres intergénérationnelles. J'espère que vous allez avoir la chance de pouvoir le partager avec votre parenté ou avec des amis. Donc, je vais aujourd'hui faire une lecture, mais je vous en dirai pas tout du livre pour que vous puissiez en découvrir. C'est-à-dire que le livre est écrit, c'est pas beaucoup de pages, c'est une dizaine de pages, donc on est vraiment dans un public de 5 à 11 ans. Les images sont tous à l'aquarelle et ça a tous été fait à la main par l'artiste Catherine Dubé, qui a vraiment choisi le médium de l'aquarelle parce qu'à l'époque, c'était aussi un médium qui était très utilisé. Et toute sa palette de couleurs a été décidée aussi pour donner un petit côté vieillot, un côté très organique, très fait à la main. Les illustrations sont magnifiques. Pour aller chercher le petit côté un peu moderne des jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'histoire qui est tapée comme à la bonne vieille machine à écrire, mais autour, il y a tous des petits commentaires d'Amos écrits au stylo. C'est des petites blagues, c'est des petits jeux de mots. Des fois, c'est une définition d'un mot de vocabulaire qu'on n'utilise plus. Et ça amène un petit côté plus léger à la lecture que l'enfant aime beaucoup. Donc, moi, ce que j'ai fait avec mon plus jeune, c'est que je lisais le milieu à la machine à écrire et je lui laissais lire les petits commentaires autour. Donc, on s'est fait une petite lecture à deux. Donc, aujourd'hui, vous allez entendre les mots, mais je vais vous laisser le plaisir de voir visuellement le livre qui est un petit bijou en soi. Alors, je vous remercie. Hier, j'ai eu une entrevue avec
avec les représentantes de Sans Déchets, un nouveau mouvement à Val-d'Or. Et là, c'est Sans, S-A-N-G. Oui, déchets. exactement. On va découvrir pourquoi Sans comme du sang. Là. Bon, ben, bonjour Joanie. Bonjour Julie. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du mouvement Sans Déchets, S-A-N-G. Oui, exact. C'est quoi exactement ce mouvement-là? Oui, bien, c'est un mouvement qu'on a parti, un mouvement de mobilisation citoyenne qui a pour but, en fait, d'inciter la MRC de la Vallée de l'Or, qui regroupe plusieurs villes et MRC, en fait, Val-d'Or, Malartic, Sainte-Terre, Rivière-Éva, puis aussi les communautés et Sainte-Terre et les communautés autochtones de Kitsakik et Lac-Simon. Donc, les inciter à mettre sur pied un programme de subvention pour rembourser une partie du prix d'achat de produits d'hygiène féminine réutilisables ou les matériaux qui permettent de les fabriquer. Quand on parle de produits d'hygiène féminine réutilisables, de quoi on parle? On parle serviettes sanitaires réutilisables, coupe menstruelle ou culotte menstruelle. Donc ça, c'est le but ultime. Mais en mettant sur pied ce mouvement-là, on veut aussi en profiter un peu pour faire de la sensibilisation et donner de l'information aux gens sur l'existence de ces produits-là et leurs avantages et désavantages. Et c'est quoi les avantages et désavantages? Bien, il y a plusieurs avantages. Nous, on a beaucoup focusé sur 4 d'entre elles, dont l'environnement, bien sûr, parce que si on parle d'une femme, bon, on va avoir des règles environ 40 ans en moyenne. Ça fait environ entre 12 000 et 15 000 déchets qui vont se ramasser dans notre environnement. Puis ça prend environ 500 ans avant de se décomposer, ce genre de produit-là, donc ça fait beaucoup de déchets. Selon Greenpeace, là, on parle d'une des industries les plus polluantes, en fait, là, au niveau mondial. Puis à l'échelle planétaire, on parle de 45 millions de tonnes de déchets par année, dans le fond, qui se ramassent dans l'environnement. Donc ça en faisait une partie. Il y a le côté aussi au niveau de la santé, parce que c'est à l'intérieur de notre corps, la flore vaginale, elle absorbe beaucoup des produits absorbants qui sont dans les tampons, entre autres. Ça se ramasse dans notre système. C'est des perturbateurs aussi endocriniens, cancérigènes aussi, des produits chimiques qu'on met dans notre corps. Puis aussi le coton qu'on prend pour créer autant les serviettes sanitaires que les tampons. Ils ont des pesticides à l'intérieur qu'on va aussi remettre dans notre corps, comme le dioxyde qui est très mauvais pour la santé. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait discuter, mais ces 2 points-là, je pense qu'on fait un peu de tour avec ça. Puis ensuite, il y a des points un peu au niveau, on pourrait dire, économique et humain. Donc, économique, bien évidemment, qui dit être menstrué pendant 40 ans, c'est évidemment un bien essentiel de se procurer des produits qui soient réutilisables ou non pour se protéger. Faut savoir que les produits d'hygiène féminine jetables et autres ne sont plus taxables seulement que depuis 2015. Donc, et évidemment, c'est acheté évidemment selon le produit qu'on se procure, mais c'est estimé à environ 3 000 $ dans la vie d'une femme, minimalement. Donc, ça, vraiment, juste là, au plus bas estimé selon les produits qu'on utilise, 3 000 $ qu'une femme devra débourser dans sa vie pour se procurer ces produits-là. Donc, évidemment, ce qui est intéressant également avec les produits durables, réutilisables, c'est que certainement, le coût d'achat peut-être initial pour se constituer là, un petit lot est plus cher sur le coût, mais très rapidement, on rentabilise ce coût d'achat-là. Donc, évidemment, ça devient très intéressant et la subvention permettrait justement aux gens les aider à débourser ces premiers coûts-là pour en faire l'acquisition. Et ensuite de ça, évidemment, comme on a dit, c'est rentable. C'est rentable à d'autres niveaux également. Pour la MRC, on a indiqué la quantité de déchets que ça produit. Ces déchets-là doivent être gérés, ils doivent être enfouis. Ce n'est pas gratuit, évidemment, c'est des coûts importants. Donc, en fait, une partie de l'argent qui est normalement déboursé à enfouir ces déchets-là serait récupérée indirectement en réduisant les déchets à la source. Malheureusement aussi, c'est des déchets qui sont parfois, qui se retrouvent dans les systèmes d'épuration d'eau parce que certaines personnes encore malheureusement peuvent mettre ça dans la toilette, non, même si c'est pas l'endroit indiqué. C'est des déchets qui peuvent se ramasser ailleurs. Donc, il y a toutes sortes aussi de problèmes connexes que la MRC doit gérer avec ça.
Ensuite de ça, mais en fait, ça peut même revenir à l'économie locale parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de commerces qui vendent les produits d'hygiène féminine réutilisables, durables, et même certains qui en fabriquent en région. Donc, en fait, cette subvention-là, sans dicter où les gens se procureront leurs produits, mais pourrait très bien en partie se retrouver dans l'économie locale. Et puis finalement, au niveau humain, c'est quand même assez important parce qu'il faut savoir qu'il est estimé qu'une femme sur 4 a déjà soit trouvé une alternative aux produits d'hygiène féminin ou s'en est carrément privée parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour s'en procurer. On sait les coûts augmentent un peu partout. Bien, ça, c'est une dépense de plus à faire et pour certaines personnes, c'est très difficile sur le budget. Donc, ce programme-là peut aider aussi ces gens-là à éviter justement qu'ils doivent prendre des alternatives qui ne sont pas adéquates ou à garder les produits beaucoup plus longtemps qu'ils ne le devraient, ce qui peut effectivement s'engendrer des problèmes de santé. Donc, c'est vraiment très, très intéressant au niveau des avantages. Et ce serait quoi les inconvénients à ces produits-là? Il n'y en a pas tant, en fait, en frais d'inconvénients. Ils sont très minimes. Je pense que de chacun de notre côté, on a fait beaucoup de recherches, puis ils sont pratiquement inexistants. C'est sûr que oui, un jour, on doit changer sa coupe menstruelle, on doit renouveler nos produits, mais on parle on peut garder la même chose pendant au moins un bon 10 ans. Fait ça ne crée pas tant de déchets que ça. C'est sûr que la coupe est créée de silicone médical, mais encore là, oui, on utilise peut-être certains produits pour la créer, mais elle va être sur le marché vraiment longtemps. Fait que, au niveau environnemental, il y a très peu de points négatifs par rapport à ça. Puis au niveau personnel, je vous dirais, des fois, quand on ne connaît pas les produits, on peut se dire, ça ne sera pas très pratique. Si je dois changer, par exemple, si je mets des culottes ou des serviettes sanitaires réutilisables, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui en fabriquent, puis il y a vraiment une grande offre. Et il y a vraiment des solutions ingénieuses. Par exemple, pour la culotte, il y a des produits que oui, il faut carrément changer de culotte, mais il y a des produits qui ont comme un insert. Donc, si on n'est comme pas chez nous, justement, on fait juste, on n'a pas besoin de se changer de petites culottes, de sous-vêtements. On fait juste enlever l'insert avec un petit sac imperméable. Voilà, ça passe inaperçu. C'est pas en fait plus compliqué qu'amener le protège dessous. Et donc, il y a eu pas mal d'évolutions au niveau du confort, justement. Et pour en avoir fait l'effet, je vous le dirais, là, ces produits-là sont généralement plus confortables que les produits jetables maintenant, là, de nos jours. Puis je pense que c'est un petit peu pour ça aussi qu'on tient notre page Facebook un petit peu à jour sur plusieurs informations, justement pour bien choisir soit les sous-vêtements ou soit la coupe qui répond vraiment à notre besoin, parce qu'il y a différentes formes, il y a différents produits qui existent. Donc, c'est sûr que soit il faut faire l'essai de quelques-uns, donc peut-être des fois on va être obligé de débourser sur 2 options pour voir laquelle on est plus confortable. Mais je pense que c'est de bien aller s'informer, puis on est capable d'aller chercher exactement ce qu'on a de besoin. C'est la seule chose que j'ai trouvée peut-être au niveau de la coupe menstruelle qui est un petit négatif, comme vous dites, c'est que des fois avec le stérilet, ça peut accrocher si les gens vont trop la porter profondément, mais c'est très très minime là, le risque. Là. C'est un grain de sel. Et une personne qui aurait un gros flux menstruel, est-ce que ça peut être risqué que ça déborde? Non, mais justement, il y a différentes grosseurs de coupes menstruelles qui existent. Il y a, je sais qu'il y a la Nixit qui existe maintenant, qui va avoir plus qui va prendre plus dans le fond, de flux que les autres. Je pense que ça peut équivaloir à au moins 5-6 tampons, là, puis dans seulement une coupe. Fait que, si elle est bien installée, il y a vraiment très peu de risques, justement, qu'il y ait des dégâts. Puis encore là, si la personne est incertaine ou quoi que ce soit, ben tu sais, c'est de mettre une bobette menstruelle aussi en surplus de la coupe. Mais c'est beaucoup plus efficace, en fait, qu'un tampon en général. Là. Sinon, ben c'est ça revient à chacun de voir, comme on a dit, ce qui est confortable. Tu sais, si quelqu'un n'est pas confortable avec la coupe, ben c'est ça, il y a encore la culotte menstruelle ou les serviettes finalement menstruelles réutilisables qui sont différentes options peut-être pour les journées où c'est plus abondant. Si on est moins certain, ben on peut prendre ces options-là puis les combiner avec d'autres. Enfin, on peut expérimenter puis prendre différentes choses comme
Comme avec les produits jetables, en fait, que des fois, on va varier selon le flux, puis selon nos activités, en fait. Là. Une autre question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir des odeurs? Parce que là, j'imagine, tu mets ça dans un petit sac, tu ranges ça dans ta sacoche. Est-ce que ça peut être un risque que ça se mette à sentir? Bien, en fait, dans le fond, pendant les règles, c'est important de bien la rincer. On peut aussi aller la faire bouillir pour la stériliser. Juste pour la coupe. Oui, c'est ça, exact. Pour les serviettes, moi, personnellement, je n'utilise très peu. Je sais pas. Moi, j'en ai utilisé. C'est certain qu'après ça, on les garde pas en arrivant chez nous le soir, on les met dans un endroit désigné dans notre salle de lavage. Mais honnêtement, pour le temps que j'étais pas à la maison, pour la journée, moi, ça n'a jamais créé d'odeur. Justement, il y a souvent de plus en plus, on trouve ça, là, on pourrait prendre un sac style Ziploc aussi, si on veut, mais sinon, il y a plein de petits sacs imperméables. En fait, les mamans qui utilisent des couches lavables en seront témoins. On prend le tout, on le met dans un petit sac à zip qui est imperméable. On met ça dans notre sac après, puis le temps qu'on retrouve à la maison, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Mais écoutez, c'est ça, je suis moi-même maman et je mets des couches là-dedans, il n'y a pas d'odeur. Puis on s'entend que des couches, ça pue un petit peu plus d'habitude que ces produits-là. Donc, c'est un peu le même principe, en fait. Puis je pense qu'il y a beaucoup, justement, de femmes que parfois, ils expérimentent après qu'ils ont fait l'essai des couches lavables parce que déjà, tu sais, sont un peu... c'est la routine. Donc, c'est ça, pourquoi pas me lancer dans un autre produit similaire, mais vraiment, il y a beaucoup de solutions intéressantes aujourd'hui qui fait que c'est beaucoup plus simple à gérer au niveau. Puis c'est ça, tu sais, comme la coupe, justement, on peut avoir comme moi, j'ai une pochette de transport comme ça, qui est rétractable, fait que je la traîne comme je traînerais des serviettes hygiéniques dans ma sacoche, je sais que j'en ai toujours une, j'en traîne dans différents endroits, puis une fois que je n'ai plus besoin, je peux la mettre dedans, je la nettoie, je la stérilise à la maison, puis c'est tout. C'est fait. Est-ce qu'il y a des risques de manquer de produits? Par exemple, tu en achètes 5-6, puis là, tu te rends compte, oups, j'en ai plus assez. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, c'est sûr que c'est de voir justement ta période, elle dure combien de temps, combien que je vais en avoir de besoin. C'est sûr qu'au début, ça va être de l'adaptation, de voir qu'est-ce que j'ai de besoin, la quantité dont j'ai besoin. Puis justement, comme j'ai expliqué, tu sais, moi, j'en garde un petit peu partout. Fait que c'est organiser un peu notre environnement en conséquence. Puis oui, par la suite, au besoin, c'est de s'en procurer davantage pour faciliter un peu notre quotidien. Il ne faut pas que ça soit plus compliqué. Non, c'est ça. Il faut que ça reste la même chose, dans le fond. Puis c'est pour ça qu'avec la subvention, ça peut aider, parce que ça dépend aussi le produit qu'on choisit. La coupe menstruelle, on n'a pas besoin de tant de nombre de coupes menstruelles que ça. Mais c'est sûr que pour les serviettes ou les culottes, on veut en avoir une quantité selon, encore une fois, la durée de notre cycle, etc., qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de faire un lavage à chaque jour. T'sais, idéalement, on ferait seulement un lavage à la fin de notre cycle ou peut-être 2 si ça ne nous dérange pas trop, mais l'idée, c'est d'en avoir une certaine quantité qui fait en sorte qu'on est capable, justement, que c'est pas compliqué, là, et puis à la fin, on lave le tout et on est prêt pour la prochaine fois. Donc, c'est pour ça qu'au début, on encourage la subvention pour encourager les gens à pouvoir se faire un petit lot, que j'appellerais, parce que c'est sûr qu'avec 2-3 serviettes, ça ne sera pas assez de la même façon que ça ne serait pas assez pour une option jetable. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder. Certaines sont comme même plus absorbantes là, jusqu'à un certain point, mais c'est sûr qu'au début, il faut en prendre quelques-unes puis voir si c'est assez. Puis une fois qu'on sait à peu près notre nombre, là, ça va pour le reste. Là. Puis dans la subvention que nous, dans le monde idéal qu'on aurait, c'est un 125$ dans le fond pour 4 ans. Puis moi, je me suis équipée il y a, mettons, 4-5 ans, puis j'ai pas atteint ce montant-là, puis je suis encore correcte avec ce que je me suis procuré. Fait que je pense qu'avec ce montant-là, les gens en auraient amplement pour être vraiment bien équipés puis d'être dans leur période sans s'inquiéter de devoir en manquer ou quoi que ce soit. Là. Exact. Ces produits-là sont bons combien de temps? Justement, la coupe, on peut parler de 10 ans.
Après ça, les serviettes sanitaires puis les culottes, ça dépend, tu sais, ça dépend des compagnies, des matériaux et évidemment de l'entretien qu'on en fait. Normalement, si on en fait un bon entretien normal, je vous dirais minimum 5 ans. C'est pour ça, pour être certain, on a mis aux 4 ans pour être certain que, tu sais, si jamais les gens, par exemple, décident de prendre plus la culotte menstruelle ou la serviette sanitaire plutôt que la coupe qui dure plus longtemps, ben, si jamais ils pourraient s'en reprocurer. Mais honnêtement, on est allé avec une estimation conservatrice là, vers la baisse de la durée de vie. Donc, c'est quand même des produits qui durent, comme j'ai dit, minimum 5 ans normalement et plus. Donc, effectivement, même si il faut s'en reprocurer, encore une fois, même au coût monétaire et au coût environnemental, malgré ça, les calculs font en sorte que c'est plus économique et plus écologique quand même de prendre ces produits-là. Et quelqu'un qui décide de s'en procurer, il va où exactement? Bien, aujourd'hui, il y a plusieurs options. En fait, ça dépend si on veut le faire sur place ou pas sur place. Là, je ne veux pas oublier personne. Puis d'ailleurs, je suis certaine qu'on pourrait, qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous indiquer d'autres endroits là, suite à cette entrevue-là. Mais par exemple, à Val-d'Or, il y a Aki, qui est une épicerie, entre autres en vrac, mais qui vend plein d'autres sortes de produits, dont en fait, ils vendent toutes les sortes de produits, là, donc la coupe menstruelle, serviette sanitaire, culotte menstruelle. Donc, si on veut acheter local, par exemple, à Val-d'Or, il y en a. Il y a également la vente des jonquilles qui fabrique ses propres serviettes sanitaires menstruelles réutilisables. Et les produits pour les fabriquer aussi. Et les produits pour les fabriquer, parce qu'il y a des gens qui sont très habiles et qui sont capables de se les fabriquer soi-même. Sinon, évidemment, au Québec, il y a beaucoup de producteurs, là, donc, je pourrais pas tous les nommer, là, mais en ligne, aujourd'hui, beaucoup de personnes magasinent en ligne. Donc, j'encourage quand même les gens aussi à voir les différentes marques parce que chacun a une offre différente quand même de produits. Donc, au Québec, il y en a beaucoup. Je sais qu'à Rouen, il y a des personnes qui en fabriquent. Ça vaut le coup de faire une recherche sur Internet. Une petite recherche. Puis, il y a vraiment beaucoup de produits. Puis, tu sais, chacun a un peu cette particularité. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est se documenter. Puis, tu sais, s'il y a des gens qui veulent comme pas non plus se casser la tête, ils en vendent sur Amazon aussi. Tu sais, si les gens où ils veulent s'en procurer, c'est sûr que c'est toujours mieux d'encourager local, mais si les gens, c'est plus facile pour eux, il y a ça aussi qui est disponible. Là. Il y en a un peu partout. Puis s'il y a des gens qui se posent des questions, comme on a dit, c'est un peu pour ça qu'on a lancé notre page Facebook et Instagram qu'on peut trouver sous le nom, encore une fois, Sans Déchets VO, donc SANG déchets avec un accent aigu, pas de SVO pour Vallée de l'Or. On met beaucoup d'informations, puis on a déjà mis des endroits où on peut s'en procurer, mais on va continuer à mettre des publications, puis on peut répondre à des questions pour diriger les gens vers les différentes options qui s'offrent à eux, certainement. Ça va nous faire plaisir. Et quelqu'un qui voudrait encourager votre mouvement, dire à la ville, moi je suis d'accord avec ça, je veux que les produits d'hygiène féminine réutilisables soient remboursés, de quelle façon il pourrait procéder? Bien, il y a plusieurs façons. En fait, la plus importante sur laquelle j'encourage tout le monde, c'est de signer la pétition. Donc, on a fait une pétition qui, ultimement, sera déposée, en fait, au Conseil des maires de la MRC de la Vallée de l'Or, qui est finalement, qui sont ceux qui peuvent décider, oui ou non, est-ce que cette subvention-là sera mise en pied. Donc, la pétition est disponible à la fois en ligne et papier. On a voulu la mettre en version papier à plusieurs endroits pour faciliter l'accessibilité. Donc, en ligne, je vais vous donner l'adresse courriel, mais vous pouvez aussi trouver un lien direct sur notre page Facebook, sur notre page Instagram. Donc, l'adresse, c'est simple, c'est www.change.org. Barre oblique. Et là, c'est le nom de notre mouvement. Sans déchets VO, mais pas d'accent. Donc, vraiment, tous ensemble, vous faites ça en ligne, vous cliquez là-dessus. Notre pétition avec beaucoup d'informations, d'ailleurs, est disponible. Sinon, allez sur notre page Facebook ou Instagram, le lien est là. Et sur place, on a plusieurs endroits où elle est disponible. Oui, bien là, dans le fond, on est allé porter la pétition à la tanière à Val-d'Or. On a le Karma Boréal, le centre de yoga. On a la vente des jonquilles, justement, là, qui font les serviettes
sanitaire durable. On a Acquis, bien sûr, qui fait ça aussi. Il y a la Maison de la famille qui tiennent aussi une pétition pour nous. Et il y a Épic et Compagnons, qui est une animalerie à sanitaire aussi, qui les ont. On a aussi affiché des affiches de notre mouvement un peu partout dans la ville de Val-d'Or. On a mis un code QR, donc si les gens ils voient notre affiche, notre belle affiche d'ailleurs, ils peuvent juste scanner notre code QR. Ça va ouvrir dans le fond sur notre pétition en ligne et les gens peuvent signer. C'est aussi facile que ça. Exactement. Et à quelle date vous allez remettre la pétition? On avait visé, on n'a pas mis de date au final. Au début, on voulait mettre pour le jour de la Terre parce qu'on trouvait que c'était significatif, évidemment. Mais par contre, le plus important pour nous, c'est vraiment d'avoir un maximum de signatures. On vise un minimum de 500 signatures parce qu'on veut vraiment, on croit en fait qu'il y a même encore plus que 500 personnes qui pourraient être intéressées par cette pétition-là, par ce mouvement-là. Et on va être certain que, évidemment, la MRC comprenne que c'est un projet qui a l'appui des gens. Et je dois quand même dire que ça va être la 3e fois, en fait, que ce type de projet-là est présenté à la MRC, pas par nous personnellement, mais c'est une initiative qui a déjà été présentée, si je me trompe pas, en 2020 ou en 2021, qui a été malheureusement refusée à ce moment-là, et par la fois par une citoyenne là, de manière plus simple. Et donc, on espère que la 3e fois sera la bonne. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de supporter notre projet. Ce n'est pas un nouveau projet, hein, je dois quand même le dire. En Abitibi, il y a déjà les municipalités de Rouyn, de Lacorne et de Pressac qui ont un programme de subvention tout à fait beaucoup aussi au Québec et au Québec aussi, ouais. Puis pour ceux que ça intéresse, comme j'ai dit, on va mettre d'autres informations, mais je les mentionne quand même sans vouloir leur faire de la publicité, mais c'est un peu quand même une inspiration. Il y a la compagnie Madame Lovary au Québec qui, oui, fabrique des produits similaires, mais qui, eux, justement, ont soutenu beaucoup de mouvements et ils ont une liste sur leur site de toutes les municipalités, toutes les villes au Québec qui ont mis sur place ce genre de projet. Puis justement, eux, ils mettent beaucoup d'informations justement sur leur page, puis ils ont beaucoup soutenu les mouvements. Puis je dois quand même le dire, là, le nom du mouvement, c'est eux qui l'ont créé. Là, on l'utilise avec leur permission. Mais c'est ça, ils sont très actifs dans ce domaine-là. Donc, vraiment, c'est un peu grâce à eux que moi, personnellement, j'ai découvert qu'il y avait ces programmes de subvention-là. Donc, on a emboîté le pas là-dessus. J'imagine que les hommes aussi sont invités à signer la pétition. Bien sûr. Tout à fait. En fait, je pense que tous les hommes connaissent, on soit une conjointe, une sœur, une mère, une amie. Et comme on a dit, on a fait la liste tout à l'heure des avantages. Bien, les avantages, en fait, touchent un peu tout le monde, qu'on les utilise ou non, ces produits-là, parce que l'environnement, bien, on a tous qu'une seule planète. L'économie, ça nous touche tous. Donc, effectivement, la santé des femmes. Donc, on a besoin d'alliés. Donc, effectivement, s'il vous plaît, messieurs, allez-y, signez la pétition. Ça vous concerne aussi. Oui. Bon, ben, merci beaucoup, Joanie. Merci beaucoup, Julie. Merci. Merci. Christian, ouais. Ça, je te trouvais tranquille dans cette émission-là aujourd'hui. Non, je prends mes aises là, tranquillement. Là. Ça a été tranquille du côté de sanitaire cette semaine? Oui, assez, oui. Tu vas nous parler un peu de la Maison de la famille. Oui, nous autres, la Maison de la famille sont actuellement en campagne de, comment je dirais ça, en campagne de financement. Et là-dessus, on avait quand même, je suis allé voir un peu, voir comment ça se passait. Puis tout ça, on a eu Pierre Tremblay qui a fait une petite animation pour moi et puis à poser des questions à la directrice générale qui est Karine Alain, quand même voir le fonctionnement, puis de nous expliquer comment est-ce qu'ils survivent. Et je vais l'avoir, c'est parce qu'elle nous explique aussi que le gros de son travail à elle, c'est pas de travailler pour la Maison de la famille, c'est de ramasser de l'argent. C'est un peu ce que tous les organismes vivent actuellement, surtout avec les périodes de pandémie. Alors quand même, c'est un petit quelque chose d'à peu près 2 minutes là, sur, elle va dire en grosses lettres ce qu'elle fait pour la Maison de la famille, Karine Alain. La Maison de la famille, c'est un lieu de rassemblement où est-ce que les parents, les enfants, les aînés aussi peuvent se rassembler. Mais en fait, c'est vraiment un milieu de vie. On est tous comme une famille. Une fois que le lien de confiance il est établi, bien, on s'entraide, on a du fun, on pleure un coup, on vient briser l'isolement, on voit qu'on n'est pas tout seul dans certaines situations.
Puis souvent, on va répondre à toutes sortes de questions qui, des fois, c'est hors de notre champ de compétences, mais on va aller chercher les réponses quand même. Puis c'est comme une place de réconfort, une famille. Dans le fond, le meilleur exemple que je peux donner, c'est qu'on est tous un filet social, parce que c'est ce qu'on a fait aussi pendant le temps de la COVID. Puis on n'a pas laissé personne tomber, puis on s'assurait que les gens étaient bien, se portaient bien, qu'on répondait à leurs besoins, puis qu'ils n'étaient pas toutes seules. C'est sûr qu'avec les dons de la population, on aimerait ça maintenir les services qui sont en place, parce qu'on ne se cachera pas qu'à chaque année, il faut faire des demandes de financement. Puis plus que ça va, moins qu'on a de répondants au niveau des bailleurs de fonds, parce qu'ils veulent souvent que ce soit des nouveaux projets. Sauf que quand on met en place quelque chose qui existe déjà, puis qui fonctionne, bien, c'est plate à ce moment-là de faire des recherches pour essayer de toujours avoir quelque chose de nouveau, parce que c'est des choses qui répondent directement aux besoins de la communauté. Bon, évidemment, on parle de financement, il y a des subventions qui s'en viennent pour différents organismes. On sent presque que c'est une année électorale. Ah, wow! Ça ressemble à ça! Effectivement, et d'ailleurs, il y a 3 organismes de la région qui ont été sélectionnés pour des projets en violence sexuelle, conjugale ou familiale en contexte autochtone. Et on va justement avoir des entrevues avec eux la semaine prochaine. Ouais. Ça sera disponible sur l'Actu Plus vendredi, comme d'habitude. Parfait. Parlant de subventions, ça me fait penser à des ministres. Et cette semaine, bon, il y a eu une annonce du côté du provincial. Pandémie, on va mettre fin à l'urgence sanitaire. Enfin! Ça s'en vient, mais on se garde des pouvoirs jusqu'au mois de décembre. On est resté un peu vague sur jusqu'où on va aller. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Les partis d'opposition n'étaient pas très contents. C'est politisé, là, tout ça, mais on s'entend que c'est pas fini en Chine, là, puis en Europe, là, ça remonte. Là. Et là, on se rappelle que le masque, et là, c'est ce qui est revenu dans la conférence de presse cette semaine. J'entendais le ministre Dubé, à un moment donné, dire, on parlait du masque qui va être retiré au mois de mai. On avait dit mi-avril maximum. Ça a accroché mon oreille cette semaine, ce côté-là. On avait dit mi-avril maximum. Et on se donne 10 jours après l'annonce. Donc là, 18 mars, aujourd'hui, journée de l'enregistrement, on doit être sur le bord d'avoir une annonce pour le retrait du masque. J'ai le feeling que ça s'en vient dans les prochaines semaines. On aura la chance d'en reparler probablement dans l'Actu Plus. On va passer du provincial au fédéral aussi. J'ai eu la chance de rencontrer Sébastien Lemire, notre député fédéral cette semaine, qui s'en allait tout de suite après l'émission du côté d'Ottawa. Puisqu'il y a eu un événement historique cette semaine. Bon, on a parlé de la guerre en Ukraine dans les dernières semaines. Et il y a le président Volodymyr Zelensky qui a fait une adresse aux élus de la nation canadienne. Et évidemment, les élus voulaient être le plus nombreux en présentiel au Parlement canadien. Donc, notre député local s'est rendu du côté d'Ottawa pour assister à tout ça. Il est revenu, je pense, le lendemain. Et on aura la chance d'en parler dans l'émission Un café avec votre député le mois prochain. Il y a eu quelques petits problèmes de véhicules électriques en revenant. Ça, l'anecdote sera présentée probablement dans le prochain café avec votre député. Mais si vous voulez aller écouter ça, c'est disponible sur nos plateformes. On a fait une petite demi-heure avec notre député. Comme à chaque mois, on prend le temps de prendre un café avec lui de façon très décontractée. Mais là, vous allez sûrement parler du fait qu'il est barré en Russie. Je pense pas qu'il y avait des plans de voyage vers la Russie dans les prochaines semaines. Sinon, il y a quelque chose qui a fait réagir en région, qui est sorti dans la presse hier, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est hier. Au niveau des émissions d'arsenic du côté de Rouyn-Noranda. On a enregistré une nouvelle augmentation du nombre de nanogrammes d'arsenic. Nanogrammes. Oui, c'est tout un mot. NG. Moi, je dis NG. C'est nanogramme. Ouais. Donc, on s'est retrouvé à 100 nanogrammes par mètre cube en 2021. C'est une hausse considérable par rapport à 2020 où elle était à 69 nanogrammes par mètre cube. Alors que, disons-le, c'était déjà beaucoup plus élevé que la limite légale. Et même un pic de 1170 nanogrammes par mètre cube a été observé le 22 janvier 2021.
Fort à parier que ça fera beaucoup jaser du côté de Rouyn-Noranda. Ouais, c'est un sujet qui en fait jaser pas mal, donc ça va faire jaser. Parce que c'est pas anodin comme produit, on s'entend. Non, effectivement. L'arsenic, là, c'est un gros dossier du côté de Rouyn-Noranda, qui est quand même un dossier qui a deux aspects. Il y a le côté environnement, puis il y a le côté économique qui s'entendent pas toujours de ce côté-là. Est-ce qu'on a fait le tour des sujets de la semaine? Effectivement. Ouais. Déjà. Donc, on va encourager les gens à nous rejoindre la semaine prochaine également pour le prochain épisode de l'Actu Plus. Exactement. Et si jamais, entre-temps, vous voulez suivre à longueur de semaine ce qui se passe, il y a l'application Médiaté Plus qui est disponible sur le App Store et sur le Android Store. Vous pouvez vous rendre là-bas et aller télécharger votre application Médiaté Plus. Entre autres, vos entrevues se retrouvent là-dessus. Il y a les émissions de l'Actu Plus qui se retrouvent dans la section vidéo. Toutes les nouvelles de la région se retrouvent à cet endroit-là aussi. Des balados, je ne sais pas combien on est rendu, il y en a, à peu près toutes les balados, ou presque tous les balados régionaux sont là, de ce côté-là. On a les stations de radio communautaires aussi qui se retrouvent à cet endroit-là. La météo, la nécrologie, l'indice bohémien, les textes de l'indice aussi se retrouvent à cet endroit-là. Donc, il y a de tout sur l'application Médiaté Plus. N'hésitez pas à la télécharger. Et juste rappeler aussi que j'ai recommencé à tourner à cause, on avait dû arrêter à cause de la pandémie, une page d'histoire, les nouvelles émissions qui vont s'en venir. Parfait. Bon, mais là-dessus, on vous souhaite une belle semaine avec un printemps qui s'en vient. On l'a vu dans les derniers jours. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir la neige fondre enfin. Et on se compare aux dernières années, on en avait un petit peu plus de neige dans les derniers jours. Oui, mais il faut faire attention, par exemple, à la neige qui tombe des toits. Oui, la neige qui tombe des toits, donc deux choses, parce qu'il y a deux sujets là-dedans. Il faut faire attention à la neige qui tombe, mais il faut faire attention à la santé aussi des gens qui vont aller déneiger leur toit. Si vous avez une condition cardiaque, entre autres, faites attention pour ne pas faire un arrêt cardiaque sur votre toit. Ce ne serait pas l'idéal, donc soyez prudents. Évidemment, attachez-vous si jamais vous êtes sur des toits qui sont très élevés. Faites attention quand vous passez en dessous des fameux amas de neige, s'il y en a sur le bord des Il me regardait quand il a parlé de ça. Hein? Il me regardait, je l'ai vu, son coin de l'œil. T'étais pas visé, ne t'en fais pas. Faites attention aussi sur les plans d'eau. J'ai vu beaucoup de vidéos aujourd'hui en regardant, entre autres sur TikTok ce matin. Sur les plans d'eau, il y a une bonne épaisseur de slush. Ceux qui ont des cabanes, si c'est pas déjà sorti du plan d'eau, vous êtes mieux de prendre les mesures qui s'imposent. Alors, là-dessus, on vous souhaite une excellente fin de semaine et je serai probablement pas là dans l'Actu Plus la semaine prochaine, mais je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine.